va bien. Vous êtes en forme, ça va encore, vous tenez le choc. Vous avez pris beaucoup de matière aujourd'hui, beaucoup de choses. Ça tombe bien, on va essayer de continuer et on va le faire tous ensemble. Vous l'avez probablement remarqué, les pratiques commerciales, les dispositifs marketing et digitaux, ils évoluent en permanence. C'est à la fois ce qui fait que ce métier que vous pratiquez, que nous pratiquons est passionnant, mais ça nous amène aussi à un niveau d'exigence, c'est-à-dire qu'il faut plutôt être toujours au taquet pour comprendre ce qui se passe, essayer de surfer sur la vague, voire avoir un coup d'avance, pas trop souvent parce qu'on se prend la vague en pleine tête, donc juste dans le match. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour rester dans le match, pour être vraiment au bon moment, au bon endroit. Et puis comment on fait pour organiser ces équipes, parce que les défis sont nombreux, il faut réussir à les relever, à se renouveler aussi. Et puis vous vous posez certainement la question, on est à la moitié de cette année 2023, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour réussir mes 6 prochains mois? Et puis sur un temps un peu plus long, qu'est-ce qu'on construit maintenant pour aller un peu plus loin, et puis comment je dois faire pour aborder le futur. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un échange avec nos deux invités pour cette masterclass. À mes côtés, Manuel Muller, il est directeur communication et marketing digital chez Blue Can Go. Il est accompagné de l'homme qu'on ne présente plus, Michel Brévion, le CEO de Winbond MV Group. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour PPC. Ce que je vous ai demandé à tous les deux, parce que je crois que c'est ce que vous méritez, c'est qu'on soit avec des exemples, du concret, pas de bullshit. J'ai amené ma machine à bullshit, donc si jamais vous sentez que ça dérive, vous levez la main, on peut en parler. Et pour démarrer, je voudrais que d'abord on pose le terrain de jeu. En 2023, qu'est-ce qu'on a là, et puis aujourd'hui, et puis qu'on se projette un tout petit peu dans un deuxième temps sur le futur, parce que je crois que ça nous intéresse tous. En 2 mots, et je vais démarrer par Michel, état des lieux 2023, on en est où, Michel ? On en est où ? Vous l'avez sans doute vécu. On a une année 2023 qui est un peu tendue au niveau business. Et on s'aperçoit de 2 choses. On s'aperçoit que d'une part, les basiques sont hyper importants. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas bien organisé sa lead gen et qu'on a des trous dans la raquette, dans l'organisation commerciale, dans le traitement des leads, etc., ça ne marche pas. Donc déjà, en 2023, il faut véritablement repasser tout ça en revue pour que ça soit au cordeau. Et puis le marché, il évolue et l'acheteur, il évolue. Donc on doit s'adapter d'une manière agile au mode de consommation qui est nouveau. Et donc ça, c'est vraiment ce qui bouge en 2023. Manuel ? Oui, puis on a le parcours d'achat qui a grandement évolué. 80% du parcours d'achat se fait aujourd'hui en toute autonomie avant de contacter un commercial. Donc ça change énormément de choses. Moi, je dirais la première chose, c'est déjà qu'au niveau du marketing, il faut être présent dans toutes les étapes de l'inbound marketing, surtout en étape prise de conscience et considération. Et la deuxième chose, c'est aussi côté commerce, côté sales, que derrière, en fait, le commercial va avoir un moment, c'est son métier va vraiment se focuser au niveau de la qualification et de la vente, parce que le marketing prend de plus en plus de place. Et ce qu'on évoquait avec Manuel un petit peu en amont, c'est de se dire aussi que la vente produit, elle est morte aujourd'hui. Alors quand je dis ça, souvent les gens disent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vends des caractéristiques produits, ça ne se vend pas. Aujourd'hui, le métier du commercial, ce que dit Manuel, il s'est raccourci, puisque 80%, le client a déjà fait son parcours tout seul en allant chercher de l'information. Et donc, sur les 20% restants, on veut des commerciaux experts métiers qui peuvent répondre aux dernières questions que le client n'a pas trouvées sur le web. Et donc, c'est le commercial aujourd'hui qui crée la valeur entre le client et le produit. Et c'est la proposition de valeur, en fait. Et ça passe, pour être concret, puisqu'on a dit du concret, par aujourd'hui des contenus que poussent les commerciaux à leurs clients, alors qu'avant, c'était plutôt l'inbound marketing qui fournissait les contenus. Aujourd'hui, il y a des contenus dédiés par les commerciaux qu'on pousse, et on en a parlé, c'est ce que tu pratiques aussi. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de 2023. Il y a un vrai changement. Ouais. On le voyait, la vente, elle s'est complexifiée. On en parlait quand on a préparé, en appel, je dirais, pour décrocher un rendez-vous, je crois que c'est entre 7 et 10 appels, c'est chaud quand même. Et puis le commercial en B2B, on se disait, c'est à peu près 5,4 interlocuteurs à intégrer dans le process de décision de l'entreprise. Pas toujours facile, il y a aussi les jeux d'acteurs dans l'entreprise qui viennent peut-être un peu perturber l'approche. Michel, quelle solution on peut avoir ?
Dans les solutions, si on fait un petit état des lieux très rapide, quand on est en Bretagne, hein, donc si on fait de la pêche au chalut, c'est de la téléprospection, on a 2% de retour. Hein, puis on a c'est le chalut, donc on a un peu passé des masses de contacts. Si on fait de la pêche au filet, toujours en Bretagne, c'est de l'inbound marketing, je vais avoir à peu près 2,5 à 5% de conversion des leads de l'audience que je génère, et ça va amener à peu près 10% de SQL que je vais traiter. Et ce qu'on s'aperçoit, ça c'est ce qui est pratiqué, mais aujourd'hui effectivement par rapport à le constat qu'on fait, c'est que la vente est de plus en plus complexe, on a de plus en plus d'interlocuteurs pour prendre une décision, vous le voyez à chaque fois, il y a le DG qui s'y mêle, le directeur commercial, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde, donc il faut influencer le compte pour être sûr que toutes les personnes qui vont participer à influencer la décision aient été en contact avec votre entreprise ou aient une connaissance de votre proposition de valeur. Donc ça, c'est un élément clé. Et deuxième élément, effectivement, c'est ce qu'on se dit, c'est que le téléphone, c'est un peu difficile. Donc des choses qui sont un peu classiques ont du mal à percer. Et donc une des tendances, en tous les cas, qui est mesurée, c'est que l'ABM, la compte Based Marketing, qui fait qu'on va travailler des comptes à potentiel avec un contenu à forte valeur ajoutée, avec de l'hyper-personnalisation, font que j'arrive à influencer l'ensemble du compte par un mapping que je fais des contacts du compte qui pourrait prendre une décision de bosser avec moi, et je vais comme ça pousser du contenu pour chacun, et je vais influencer le compte, et je vais être du coup dans une stratégie assez nouvelle, c'est je vais faire de la pêche au chalut, je vais faire de la pêche au filet, je vais aussi faire de la pêche à la ligne. Alors, à Paris, il l'aurait pas faite celle-là, mais c'est super sympa. Ouais, j'aurais fait autre chose. Manuel, clé du succès, selon toi? Alors, la clé du succès, ça va passer aussi, je pense, par la phase SDR. Aujourd'hui, on a des commerciaux. On voit que c'est une accélération dans les recrutements sur ce profil-là, et qu'il y a une complémentarité qui se fait avec l'inbound marketing évidemment, et que le SDR, ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de recrutement d'SDR aujourd'hui, ça veut dire aussi que les entreprises elles ont pris conscience que cette phase de qualification est hyper essentielle et que c'est un vrai métier, et qu'on ne fait plus par contre du SDR comme on faisait avant Covid. Moi typiquement je pense qu'une phase la réussite, ça va passer par un mix entre l'inbound et la phase SDR, comme tu l'expliquais, avec des contenus qui soient prétextes en fait pour rentrer en conversation avec les prospects, et pas aller entre guillemets en force sur la prospection avec des emails et des in-mails dans tous les sens qui saturent aujourd'hui tous nos boîtes mail, et ça c'est plus possible en 2023. Et par contre, juste pour compléter, beaucoup de clients me disent ouais, mais attends, je comprends pas, moi j'ai embauché un commercial, vous me parlez d'un SDR. Donc le commercial, il fait quoi? Alors c'est vrai que c'est surprenant, c'est qu'une partie des contenus, ce que tu évoquais Emmanuel, fournit du coup du contenu à d'autres clients, et donc une partie du parcours d'achat est digitalisée. Le commercial d'aujourd'hui, vous êtes peut-être en recrutement, il fera plus de phoning et il fera plus ce qu'on faisait. Et donc le SDR, c'est le commercial qui passe les appels, qui prépare les listes, etc. concrètement. Et donc du coup, ça veut dire que le métier se sépare en deux. Vous avez à la fois le commercial qui doit être plus expert sur les 20% du temps restant et qui doit créer la proposition de valeur. Et le SDR, il fait le travail préparatoire que ne fera pas le commercial expert. Donc oui, des fois, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ouais, mais attends, moi j'en ai déjà payé un, je ne vais pas en payer deux. » Mais le SDR, il va être SDR pour plusieurs commerciaux. Donc ça va aussi être lié à la structure qu'on a. C'est un vrai changement. Des fois, c'est vrai qu'on se dit « Bon, j'ai l'impression de payer deux fois. » Mais c'est parce que les profils ont changé et c'est un peu dans l'air du temps. Vous aurez déjà du mal à recruter des commerciaux, encore plus des commerciaux qui font de la prospection. Donc le SDR, si je comprends bien, on le mutualise. Exactement. Et ça permet au commercial de se concentrer avec du temps utile. Ouais. C'est ça? Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se dire que le SDR, il va juste faire le phoning, etc. Il doit préparer les listes. Donc, il a aussi le filtre de la data. Il va qualifier des leads après un webinar. Il va bosser des listes en data. Donc, il est là. Il a un poste qui devient assez important de préparation de la vente. Il peut effectivement aussi aller chercher des cas clients, etc. pour le commercial soit en proposition de valeur en continu. C'est un peu ce que tu pratiques. Tout à fait, ouais. Et puis il s'appuie aussi sur la data du marketing. Ça, c'est un élément clé, la data. On va détecter des signaux faibles avec l'inbound marketing. On va pouvoir aussi travailler sur des comptes clés, donc avoir des approches mix ABM, inbound et outbound. Donc c'est vraiment un travail aujourd'hui d'hybridation entre toutes les méthodes, et c'est essentiel dans l'activité aujourd'hui. Et par exemple, pour prendre du concret, ce qu'a demandé PPC, par exemple sur un webinar, on avait tendance à se dire j'ai fait un webinar, il y a des inscrits, je vais les mettre en ortering, puis je vais voir ce que je vais récolter. Aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Globalement, on prend du coup la liste des inscrits, on regarde tous ceux qui ont posé des questions, qui ont réagi, qui ont liké, etc. en se disant qu'ils ont un niveau de chaleur un peu plus élevé. Et le SDR, son job, c'est d'aller les qualifier
et du coup de les ramener à la vente. Et on va nurturer ceux qui sont un peu plus froids. Donc on revient à quelque chose d'un peu plus push parce que le business est des fois un peu plus dur, ou tout simplement on peut se retrouver, alors je suis désolé pour les acronymes, les marketing qualified lead, on peut se retrouver quand vous regardez votre data avec un paquet là, de MQL, et en fait on n'en fait pas grand chose. Et donc aujourd'hui les MQL, il faut les traiter. Non-qualified leads. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a les leads, on a les MQL qui sont plutôt du coup des leads tièdes, et puis on a les SQL qui sont des leads chaudes. Et les tièdes, on a tendance à en avoir un gros paquet dans les CRM, et ceux-là, il faut les traiter différemment, il faut réactiver des listes, il faut les faire bosser par les SDR. Ça, c'est un vrai changement. On rebosse ces MQL, là où on attendait un peu que des SQL, un peu avec du confort pour les commerciaux. On revient à la vente un peu. Il y a un point qu'on n'a pas traité dans cet état des lieux. Moi, j'entends souvent parler d'un mot qui s'appelle omnicanalité. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit quelque chose? Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que l'omnicanalité, on en a beaucoup parlé en B2C. Vous voyez bien qu'en B2C, sur des sites commerçants, il y a du retargeting, il y a des emails d'envoyer, il y a des courriers. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le B2C. De toute façon, le B2C, il vient contaminer le B2B à un moment donné. Et donc, on s'aperçoit que dans le B2B, on est dans l'omnicanalité. En moyenne, 70% des entreprises utilisent aujourd'hui 7 canaux en moyenne. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va utiliser l'email sur LinkedIn, on va utiliser le mail, on va utiliser le téléphone, on va utiliser le courrier qui revient en force, avec éventuellement des box, etc. Dans les stratégies ABM, on va venir créer une expérience prospect un peu différente. Et donc, on multiplie les canaux pour être sûr de toucher. Avec le home office, ça pose aussi des sujets. Donc en fait, on vient multiplier les canaux pour être sûr de toucher la cible. Ça, c'est une grosse tendance du B2C, mais qui est en train d'influencer. Tu le pratiques aussi, Manuel, dans les exemples que tu me donnais? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on s'appuie. On est en B2B et on est sur de la vente complexe, donc on s'appuie énormément déjà sur la data de LinkedIn. On va aller on va aller analyser des profils types sur LinkedIn. On va travailler le messaging en fait à travers de l'email. On va aller travailler aussi des séquences de mails de nurturing côté marketing et côté sales, donc ça va pas être les mêmes séquences, mais ça va être des séquences personnalisées côté marketing avec typiquement des sélections de contenus d'experts pour aider en tout cas et aider au maximum le prospect à parcourir et à avoir une maturité nécessaire sur notre sujet. Et derrière côté commerce, ça va être vraiment des séquences derrière de contacts pour essayer de rentrer en conversation et le marketing va apporter les prétextes pour rentrer dans cette conversation là. Ce que je vous propose quand on a préparé cet échange, parce qu'on prépare quand même les échanges, vous m'avez donné tous les deux un nombre mais foisonnant de mots-clés. Il y en avait un peu partout. Et donc ce que je me suis dit, pour qu'on puisse échanger tous ensemble, ça serait assez cool de pouvoir les afficher à l'écran. Voilà, je pense que vous les avez là. Donc, voilà, c'est là. Ce qui vous permet de prendre une photo aussi, si vous voulez, parce que je pense que c'est des mots-clés avec lesquels vous allez pouvoir travailler dans les mois qui arrivent. Donc voilà, on vous la laisse à l'écran. Je vais essayer d'énumérer ces mots-clés. Ils sont assez nombreux. Il y a data, symétrie des attentions, influence, B2B, brand content, co-marketing, hyper-personnalisation, sales enablement, IA aussi, parce qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle pour l'instant, agilité. Mes amis qui êtes dans la salle, je voudrais... allez, vous voulez qu'on démarre avec quels mots-clés? Allez-y, donnez vos mots. On va prendre ceux qui ont le plus de demandes. Je vous écoute. Choisissez un mot. Pardon? Smarketing. Il était là, Smarketing? Allez, Smarketing. On est bon. Alors moi, sur l'aspect marketing, il y a une chose qui est essentielle, je ne sais pas si on va être en accord, Michel, mais je pense que oui. Avant, on voyait les choses vraiment dans un funnel, marketing puis commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le voir en parallèle, marketing et commerce, ce qui change pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on va travailler en parallèle, et ça, c'est une collaboration qui doit naître. On parle aussi de SLA, de la Service Level Agreement, dans tout ce qui est S-marketing. Après, on a dit zéro bullshit, hein. C'est ça? Ouais. Enfin, si, vas-y, mais ils vont s'en apercevoir. Hein, donc, Bon, y a beaucoup de marketeurs dans la salle, j'imagine. Donc, vous savez très bien le dilemme, en tout cas, du marketing. On a souvent le marketing qui va reprocher aux sales derrière de ne pas transformer l'essai. Mais c'est vrai, à contrario aussi, les sales nous reprochent aussi régulièrement d'avoir des leads qui ne sont pas assez en quantité ou pas assez qualitatifs. Et donc, le SLA, par exemple, ça permet de résoudre normalement ce type de problème-là.
Mais je pense que vraiment le travail déjà en collaboration avec les équipes sales, avoir des routines avec eux, vérifier que les contenus sont pertinents, mettre en place une méthodologie, déjà ça apporte beaucoup dans cette approche-là. Et pour compléter, alors 82% des entreprises qui ont mis en place un contrat, le SLS, un contrat entre le marketing et le commerce, ont des meilleurs résultats que les autres. Et moi, ce que je dis souvent, c'est donner 5 objectifs à chacun. Parce qu'autrement, on est toujours dans le marketing, on voit des leads pourris, puis le commerce ne traite pas les leads. Donc on n'avance pas vraiment. Donc vous donnez 5 objectifs, c'est que les leads doivent être appelés dans la journée, par exemple, ça c'est un objectif pour les commerciaux. Et puis le contenu doit être construit avec les commerciaux, ils sont les mieux placés pour avoir des sujets qui remontent des clients sous forme, d'expression, de besoin. Et donc définir 5 objectifs pour chaque service, faire une réunion mensuelle, pour s'aligner, travailler sur ses objectifs déjà et vraiment avoir un résultat et qui est hyper important. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Parcours de vente, coûts humains, on doit régler toutes les frictions qu'on peut avoir. Le marketing en fait partie. C'est un enjeu majeur et vous verrez après, on a d'autres sujets. Si vous les sortez de la liste, on vous en parlera aussi. Alors justement, je vais appeler mes amis qui sont devant de la scène. Là, madame, un mot. Symétrie des attentions. Symétrie des attentions, Michel. Alors la symétrie des attentions, il y a une conférence d'ailleurs qui a eu lieu sur le sujet. C'est exactement ce que je viens d'évoquer. C'est qu'on s'aperçoit que pour que du coup tout fonctionne, il faut tout aligner. Et en fait aujourd'hui, la relation client de qualité ne se décrète pas. On ne va pas dire ah non mais nous notre boîte on va avoir une super relation client. Non, la relation client elle vient de la relation qu'on a avec nos collaborateurs dans l'entreprise. Ça veut dire que leur faire confiance dans le management, les écouter. Leur permettre d'avoir de l'autonomie, fait qu'ils vont bien vivre leur expérience collaborateur que je mets au même niveau que l'expérience du client. Et donc j'arrive à créer un climat favorable à ce que le client le ressente. Et donc c'est ce qu'on se dit sur le... Alors vous pourriez me dire, bah non mais c'est évident. C'est évident, mais c'est aussi évident sur ce marketing. En fait, si on ne travaille pas ces sujets-là en les prenant un peu avec de la hauteur, avec un peu de méthodo quand même, eh ben, on n'arrive pas à aligner parce que c'est la nature humaine. Voilà, il y a des frictions, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est ça la symétrie des attentions. Et pour être très pratique, voilà, on se liste un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place pour que les collabs vivent bien leur expérience avec le projet de la relation client qu'on manage. Alors, à côté de la dame, il y a un monsieur, voilà, et ils sont devenus amis pendant 30 minutes. Un mot-clé. Influence. Alors, influence, qui c'est qui veut parler d'influence ? Je me lance. Allez. Non, l'influence, c'est un vrai sujet. Il y a une porosité. Avant, on pensait que c'était que l'apanage du B2C, l'influence, et c'est aujourd'hui aussi un vrai sujet en B2B. Et clairement, nous, c'est un sujet qu'on a vraiment pris en compte dans mon entreprise. Je vais donner un exemple. Mais clairement, sur le marché, nous, du domaine, je suis dans le domaine QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement et RSE. Il n'y avait pas vraiment d'influenceurs, il y avait des médias, etc. Et on s'est dit, peut-être une chose à faire. Ce qu'on a fait il y a quelques années. On s'est dit, on va créer nos propres influenceurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai pris des ingénieurs, des ingénieurs QHSE dans mon service, au sein du service marketing. Et ils sont devenus des content managers. Donc, ils vont produire tout le contenu métier. Et c'est eux qui font la prise de parole sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, etc. Et donc quand ils sont arrivés, ils avaient 100, 200 contacts sur LinkedIn. Aujourd'hui, ils en ont plus de 20 000. Ils ont une vraie influence sur le domaine. Donc on a construit vraiment une relation de confiance et on construit en amont cette relation de confiance sur la phase de prise de conscience et considération sur LinkedIn grâce à des contenus à forte valeur ajoutée et leur prise de parole. Et il y a autre chose aussi qu'on fait au niveau de l'influence qui peut être intéressant à faire, c'est ce qu'on appelle du co-marketing, mais c'est aller chercher aussi des stars, des rockstars de votre secteur et aller faire des webinars par exemple avec ces rockstars-là. Ça va augmenter la portée, ça va améliorer aussi la notoriété de vos produits, de vos services, etc. Et ça va permettre de développer votre business. Et de travailler les webinaires comme Michel nous l'a expliqué tout à l'heure. Exactement, mais on peut aussi le faire sur les profils de dirigeants. C'est-à-dire que souvent les dirigeants sont pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, donc on les enlève un peu de la stratégie. Alors que souvent c'est des interlocuteurs très crédibles parce qu'ils ont créé leur boîte autour de leurs expertises. Et donc on peut les amener et les accompagner à bien gérer les comptes pour gagner du coup des abonnés et ils vont parler aussi à des décideurs et donc ils vont devenir ambassadeurs. Ils sont pas à l'aise, on les accompagne, on gère leur compte, etc. Et puis on monte l'audience, on pousse des contenus. Ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Souvent on n'est pas très à l'aise parce qu'il faut aller négocier ça avec le dirigeant de l'entreprise. Mais c'est exactement ce qu'on parle sur l'alignement. Je veux dire après quels sont les objectifs qu'on se donne, qu'est-ce qu'on veut faire. La boîte elle doit s'aligner sur toute sa hiérarchie pour atteindre des objectifs, ça peut en être un.
Un mot-clé? Ouais, hyper personnalisation, je le répète pour ceux qui sont au fond, qui n'ont pas forcément entendu. Michel, peut-être après Emmanuel. Ouais. L'hyper-personnalisation, c'est un peu l'ABM. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'ABM, si je veux attaquer un compte, par exemple, je vais faire un mapping de ce compte avec les 5 contacts, toujours cette moyenne qui pourrait influencer de prendre une décision. Et donc, je vais faire un contenu pour chacune des fonctions. Je ne vais pas m'adresser au DAF de la même façon que je vais m'adresser au directeur marketing ou au PDG de la boîte. Je l'ai déjà pratiqué. Donc, on fait un contenu pour chacun. On pousse ce scénario très omnicanal, de l'email, du mail, du print, une vidéo, etc. Et donc, je vais pouvoir influencer le compte. Donc, ça, c'est plutôt l'hyper-personnalisation. J'ai un enjeu très fort, j'ai un potentiel de business très, très fort. Donc là, ça marche. La personnalisation, c'est plutôt l'inbound. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait exactement Manuel. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas pratiquer comme je pratiquais. Je vais faire des segments de ma data, je vais travailler mes verticales. Si j'ai une verticale et que je travaille par exemple sur le food service, je vais faire un contenu dédié au food service avec beaucoup de valeur ajoutée et tout le scénario que je vais mettre en place va être destiné au food service. Donc c'est ça, je personnalise d'un côté, j'hyper personnalise de l'autre. C'est de l'investissement, donc c'est lié au potentiel que j'ai. Si j'ai un compte où je peux décrocher 100 000 euros de marge brute, j'ai un coût d'acquisition que je suis prêt à mettre pour décrocher ce compte. Si par contre je suis un peu plus dans la masse, je vais plutôt personnaliser. Ça veut dire que sur la création du contenu, tu le capes par l'argent que tu peux mettre. C'est-à-dire que tu le fais par la J'ai un coût d'acquisition, ouais. Je définis un coût d'acquisition, donc il ne sera pas le même sur la masse, il pourrait être un peu plus élevé. Il y a plein de choses manies. Si je fais de l'ABM et que je fais un livre blanc sur une verticale où je me dis j'ai déjà 20 clients dans cette verticale, il y en a 100 sur le marché, je peux aller en chercher 80. Je vais travailler cette verticale avec un contenu dédié à la verticale à forte valeur ajoutée, que je vais faire rédiger par exemple par un expert. Il me déconcentre un petit peu ce garçon-là. Et donc du coup... Il va monter avec nous, il va me prendre en photo. Et donc du coup... Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lancer ma campagne ABM et quelques mois après, puisque j'ai fait le contenu, je vais retraiter ce contenu en digital en faisant du snacking, en faisant des PDF, en faisant un livre blanc téléchargeable. Et donc, en fait, je vais fournir aussi de la matière à mon inbound marketing. De toute façon, c'est des combos aujourd'hui. On fait des combos des deux. Donc, une stratégie, elle est en combo. Il n'y a pas l'inbound d'un côté et la BM de l'autre. Ça dépend de ma stratégie. Donc, il faut arriver à mixer. Exactement. Manuel, de ton côté, hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, moi, je dirais surtout la démarcation, se démarquer de tout ce que fait tout le monde, en fait. Donc, c'est l'hyper-personnalisation, ce qui est intéressant. Un exemple, mais sur des mails de prospection de vos commerciaux, des sales, par exemple. Moi, typiquement, je les incite vraiment à aller faire des petites vidéos très personnalisées. Ils prennent leur smartphone, ils se filment, ils mettent un exemple concret quand ils ont été sur le profil de LinkedIn de la personne, sur une problématique qu'il a pu lire ou comprendre, en tout cas dans la biographie de la personne. Et derrière, ça va complètement changer la face des séquences de mails automatisés qu'on reçoit tous et qu'on ne lit plus. Donc, c'est des choses comme ça. C'est juste se démarquer. Donc, c'est trouver à chaque fois les bons moyens de se démarquer. L'hyper-personnalisation, c'est à travers les signaux faibles. On est toujours sur le futur du digital et du marketing en B2B. Je vois qu'on passe maintenant un peu une séquence de questions. On a la chance d'avoir dans la salle Sarah qui est avec nous. Jérôme n'est pas loin, il y a Pascaline aussi. Sarah, est-ce que vous pouvez passer le micro à Sarah qui avait une question à poser à Manuel et Michel? Sarah, je te laisse te lever. On peut applaudir Sarah parce que c'est la première question, toujours la plus difficile. Merci Sarah. Tu peux te lever comme ça, on te voit mieux, parce qu'il y a beaucoup de lumière pour nous. Non, mais là, vas-y, lève-toi. Un, deux, oui, tout va bien. Vous aviez parlé des experts métiers, des commerciaux, donc qui répondent aux toutes dernières questions des clients en phase finale, et de contenu dédié aux commerciaux. Qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple en fait de contenu que peut envoyer un commercial? Voilà. Super, très clair. Michel, une idée? Par exemple, des cas clients. On va du coup nourrir beaucoup là, dans cette partie quand même qui s'est un peu raccourcie sur le commerce. Si du coup j'ai un client dans l'IT, le commercial il doit aujourd'hui avoir dans sa bibliothèque de contenu des contenus pour l'IT, des contenus donc, pour chaque secteur d'activité qu'il aborde. Et donc ça c'est un bon exemple, mais ça peut être aussi, il s'aperçoit qu'il a eu un client au téléphone qui n'est pas très mature sur le sujet qu'il aborde. Il va reprendre un peu le boulot de l'inbound marketer.
et il va pousser des contenus pour faire monter en maturité. Par exemple, inviter à IMF, ça serait une bonne idée. Un directeur marketing qu'on aurait, qui n'est pas très mature, il vient, il entend parler de conférences et puis il ressort de là en se disant bah ouais, c'est vrai, ça c'est un enjeu important pour moi. Tu nous annonces une saison 7 là? J'annonce rien pour l'instant. Manuel, un exemple à donner à Sarah. Non, mais évidemment, étude de cas, ça c'est, je pense, on va dire un support indispensable pour le commercial dans cette phase-là. Les témoignages clients. Ça c'est aussi quelque chose qui permet d'actionner la vente, donc clairement moi je miserais sur ces deux-là. On va passer le micro à Jérôme, et puis ensuite ce sera à Pascaline. Jérôme il est là, s'il peut lever la main, voilà, merci. Jérôme, ta question, on y va. Merci, on a parlé en fait du parcours client qui évoluait avec le client très autonome, qui fait ses recherches sur Internet, le commercial qui fait la proposition de valeur à la fin. L'introduction du SDR, moi ma question c'est comment est-ce qu'on voit la politique de rémunération du SDR qui prépare le travail du commercial, qui transforme, parce qu'aujourd'hui la valeur elle est partagée entre les gens qui préparent et les gens qui transforment. Comment est-ce que le plus efficient à ce niveau-là, votre avis? C'est comme au foot, c'est celui qui marque le but qui gagne le plus, ou comment ça marche? Michel. Il y a des mauvais principes qui existent. Il faut essayer de trouver de la justice. Les bons principes. Vous avez les bons principes. Donc il faut de la justice. On peut avoir du coup des mécaniques de rémunération par rapport au nombre de rendez-vous pris. Alors vous allez avoir dans les pipelines, c'est assez nouveau, la stratégie un peu des R1. C'est-à-dire qu'en fait des rendez-vous pris. C'est-à-dire que souvent on a été un peu sur les leads. Bon, ok, les leads. Et donc, on va avoir un peu les rendez-vous pris. Donc, il peut y avoir des commissionnements. Donc, il va y avoir une rémunération avec des commissionnements sur des éléments clés de l'action qu'il mène. Donc, on ne va pas forcément changer la rémunération du commercial, parce qu'autrement, vous allez le perdre aussi. Mais on va avoir des stratégies plutôt de mesure de son action. Les R1 sont une bonne mesure. Je ne sais pas toi comment... R1 et R2, deuxième rendez-vous aussi. C'est-à-dire qu'on a fait le premier rendez-vous, c'est la qualification. Le R2, on est dans la présentation, dans l'écoute, mais aussi dans la présentation, l'analyse. Donc le R2 est hyper important parce que c'est l'aspect qualitatif. Super. Allez, continue. On va passer le micro à Pascaline qui est au premier rang, qui rêve d'avoir une question. Et puis après, on passera le micro à un autre bras qui s'appelle Pascaline. J'en rêvais, merci PPC. Je reviens sur le mot-clé marketing qu'on a traité tout à l'heure. Comment faire pour que effectivement le marketing et les sales se parlent plus? Est-ce qu'il faut qu'ils intègrent le même service? Est-ce que le marketing digital doit faire partie du département sales? Alors j'ai bien compris la fixation des objectifs qui doivent être communs, mais est-ce que c'est une piste? Manuel. Tu laisses parler un ami, c'est ça? Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Où est-ce qu'on met la partie ne serait-ce que SDR? Est-ce qu'on la met côté market, côté sales? C'est une vraie question. Chez nous, typiquement, moi je l'avais côté market. Je m'en suis détaché pour la partie sales pour me concentrer plus sur la partie content. Mais clairement, c'est un vrai sujet. Et pour l'alignement, il y a quand même une grosse tendance qui vient des États-Unis en ce moment, c'est d'avoir des postes de CRO, Chief Revenue Officer. On parle aussi de RevOps qui vont aller aligner, on va dire par le chiffre en fait, par le résultat, la mesure du MRR, on appelle ça comme ça côté dans le SaaS, mais c'est le revenu en fait généré tous les mois, tous les années, etc. Et sur ces objectifs-là, ça va être simple. On va voir le taux de transfo, on va analyser tous les KPI et Chief Revenue Officer est là pour garantir le revenu in fine, quoi. Michel, un complément? En fait, c'est lié à la taille de l'entreprise. Et tu as raison, c'est une vraie dynamique. Alors, sur des entreprises effectivement, qui ont beaucoup d'SDR, beaucoup de commerciaux, ça va être la grosse tendance quand même à venir. Moi, je crois que dans des entreprises du coup plus PME, c'est aussi une question de direction générale. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le directeur général, il doit aussi mouiller la chemise. Et il doit dire, attendez, c'est bon, vous arrêtez la bagarre là. Et donc, on va s'organiser comme ça. Puis, il mouille la chemise sur quand même quelques points où il veut que ça s'aligne. Et à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas travailler en silo. Si on travaille en silo, je veux dire, l'entreprise va faire qu'investir dans ses services, elle n'aura pas de résultat. Donc il mouille la chemise et puis il dit voilà, c'est comme ça maintenant. Je veux la réunion du coup mensuelle ou bimensuelle et voilà. Et je veux aussi un petit tableau de bord de cette réunion. C'est-à-dire qu'on rentre ça dans une organisation de direction générale. Super. Un bras s'est levé par ici. On va lui passer le. Ah ben là déjà le micro. Tu peux te lever, te présenter parce que. Ou le prénom au moins. Non, je voulais juste revenir sur la notion de SDR. J'ai l'impression qu'on n'invente pas un nouveau job dans la mesure où on demandait déjà il y a 10 ans, 15 ans à une assistante commerciale, ou même, je grossis le trait, un commercial junior ou même stagiaire, de qualifier des leads, de faire recevoir les appels entrants pour débarrasser un peu le commercial de faire cette partie-là. Donc quelle est la plus-value, la différence par rapport à justement un SDR, assistante commerciale, quelle est la différence selon vous? Plus-value, puis moi je voudrais un peu, c'est les IA qui vont faire ça ou pas?
Juste pour revenir un peu dans le passé, back to... Mais il y a quelques années de ça, l'assistante commerciale, elle faisait des appels à froid, elle prenait un rendez-vous pour un commercial qui allait prendre sa voiture, traverser toute la France, aller présenter un catalogue produit à un prospect qui savait pas forcément tout le contexte, il n'arrivait pas à avoir tout ce contexte d'information aujourd'hui qu'il peut trouver sur internet ou autre. Donc on était vraiment sur ces logiques-là, quoi. Aujourd'hui, moi quand on parle d'SDR, on parle vraiment on parle de qualification, donc c'est étude du besoin. On est déjà dans cette phase-là, quoi. On n'est pas dans une phase d'aller à la chasse à froid aujourd'hui sur que de la outbound sales, quoi. C'est vraiment pour moi de la qualification. Ouais, Elia là-dedans, on peut remplacer le SDR ou pas du tout? Alors il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement, moi je pense effectivement le niveau du SDR qui est demandé est plus élevé que ce qu'on avait avant. C'est ni l'assistant ni le stagiaire, c'est un binôme qui se crée et le niveau doit être élevé parce qu'on va lui demander aussi de bosser la data. Donc la data, l'étang de data sur LinkedIn, récupérer sur des outils de data aussi des listes pour le commercial, etc. Donc le niveau. Alors l'IA, il y a plusieurs choses à dire sur l'IA. Il y a tous ceux qui vont profiter de l'IA en le rajoutant leurs produits, et ça c'est un peu bullshit, on l'a dit. On l'a dit. Donc ils vont se dire que ils vont essayer de vous revendre une prestation en disant que ils ont branché ChatGPT et puis leur produit il est magique. Donc ça c'est de la poudre de perlimpinpin, pour prendre une expression bien connue. Et par contre il y a de l'IA qui fonctionne. Donc il y a de l'IA par exemple sur les entretiens commerciaux. Il y a aujourd'hui des outils comme Mojo qui vont écouter du coup les appels du meilleur commercial et qui vont vous sortir des lignes de force, comment ont utilisés les arguments, etc. Ça c'est une vraie analyse pour faire monter l'ensemble de l'équipe commerciale de bon niveau. Donc c'est de l'IA qui fait de l'analyse sémantique des entretiens. Ça c'est extrêmement intéressant, ça, c'est du compte et ça rendu fonctionne d'entretien à valeur ajoutée, c'est ça? Exactement. Okay. Donc là effectivement ça peut amener ça. Ensuite l'IA va aider à peut-être demain qualifier des leads. Donc ça il y a déjà des choses qui se font, ça permet de qualifier. Il y a des choses qu'on va enrichir un peu plus naturellement, un peu plus nativement. Donc ça c'est effectivement des tendances fortes qui vont se mettre en place, avec le bémol que je pense qu'il y a le problème de l'IA, c'est qu'elle existait. Il y a déjà pas mal de choses qui se développaient et ChatGPT est venu du coup créer un buzz énorme que vous suivez tous. Et autour de ça, il faut aussi que ça se repose un peu sur ce qui va fonctionner et pas fonctionner. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire et pas faire dans l'entreprise. Mais je pense je ne sais pas si on partage le même avis. D'accord ou pas d'accord? Partiellement d'accord. Non, attends, on n'est pas en Normandie, on est en Bretagne ici. Donc, non, mais l'IA, super. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses, enfin, surtout sur la partie SDR. Il y a tout un tas d'outils pour aider les SDR aujourd'hui, que ce soit dans la collecte de données. Il y a des algos pour aller reconstituer des adresses email, retrouver des numéros de téléphone, etc. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui servent à ça. Il y a des IA aussi qui permettent d'aller générer automatiquement des icebreakers, d'aller aider aussi à la rédaction de contenu. Donc, je pense sincèrement, aujourd'hui, ça, c'est déjà 2023. Donc, on s'appuie déjà là-dessus. Donc clairement, je pense que remplacer les SDR, je ne pense pas. Il y aura toujours un filtre. Il faut qu'on soit maître de quand même et maître de nos contenus. Donc je ne pense pas l'IA va arriver à ce niveau-là. Bon, si vous êtes curieux et gourmand sur ChatGPT, on a une conf à 16h40 dans le carré 1. Je vous donne rendez-vous. On va parler tous ensemble de ce sujet. Je voulais vous remercier tous les deux, parce que je pense que vous allez me dire si c'est juste, vous avez tenu le brief, court, pas de bullshit, du concret. On est bon ou pas? Ouais, c'est un petit oui ça. Oui, vraiment, d'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir tous les deux. Un grand merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.